Déclaration de Paris. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers compatriotes, unité, travail, progrès. Telle est la devise énoncée en 1960 par les pères de l'indépendance de la République du Congo et censée guider les Congolais vers le bien-être, le développement et l'édification d'une nation libre, démocratique et prospère. Plus d'un demi-siècle après, il revient malheureusement de constater que l'échec est criant. Pire, la régression du niveau de vie socio-économique est d'une ampleur sans commune mesure, plaçant le Congo parmi les nations les plus arriérées du monde au regard d'immenses potentialités qu'il regorge par tête d'habitants. L'unité, loin d'être acquise, reste à construire. Des premières escarmouches des années 50, nées des incompréhensions politiques de l'époque, on en est arrivé à une guerre civile, partie d'un coup d'État militaire en 1997-1998, dont les dizaines de milliers de morts et d'estimates, encore vivaces, éloignent la naissance d'un peuple avec une conscience nationale intégrante. Le travail, qui a perdu sa valeur, n'est plus qu'un vain mot. Banalisé par les pouvoirs publics, il n'est plus une préoccupation pour eux. Le taux de chômage, toutes couches sociales confondues, s'accroissant au fil des années. Les administrations étant devenues improductives, l'artisanat négligé. Le progrès, un horizon lointain devenu quasi inimaginable, en particulier pour nos compatriotes des contrées les plus reculées. Le pays se dégradant au fil du temps. Au regard de ce qui précède, nous, Comité d'action de la diaspora congolaise, pour la convocation des États généraux de la nation, regroupement d'associations congolaises et d'individualités régulièrement installées en France, en Europe, conscient que cet échec manifeste du Congo, dont l'essentiel des causes sont endogènes, est donc d'abord et avant tout un échec politique, recevant que la Conférence nationale souveraine de 1991, une forme d'état généraux de la nation, clôturée par la cérémonie de lavement de mains censée passer l'éponge sur les plus de 3000 morts et disparus, recensés comme victimes de la barbarie et du régime monopartite, a pourtant permis aux Congolais de se retrouver pacifiquement et s'installer dans un système démocratique. Considérant que les derniers faits marquants de la vie sociopolitique congolaise au cours de l'année 2012 montrent que le pays se meurt à vue d'œil, s'enfonçant de plus en plus dans un bourbier sans fond, comme en témoigne la chaotique gestion des suites des explosions d'arsenaux de guerre injustifiées du 4 mars 2012, avec ses lâches et arbitraires arrestations à tout va et une parodie d'enquête judiciaire enlisée, la mascarade électorale de l'année 2012, caractérisée par une forte abstention, traduisant un cinglant désaveu du pouvoir, et de fraudes massives éhontées par lesquelles le parti du régime semble avoir clairement proclamé 2 républiques en une. Les multiples inondations suite aux tornades, dont les effets sur les populations ont été accentués par l'absence d'assainissement de voiries et réseaux divers dans les quartiers populaires. Constatant que, 20 ans après la conférence nationale souveraine, la faillite de l'État congolais dans ses attributs protecteurs, éducateurs et régulateurs est manifeste et illustrée par une sous-alimentation de près de 80% de Congolais, rapport PAM, une paupérisation galopante avec près de 80% de la population vivant avec moins d'$1 par jour, alors que paradoxalement le PIB par habitant afficherait près de $4000, soit 1,5 million de francs CFA, selon la Banque mondiale et le FMI. Une réduction de l'espérance de vie à 47 ans, selon les chiffres INED 2009, soulignant que, dans un tel contexte, les autorités du régime congolais ne sont paradoxalement préoccupées que par des desseins égoïstes
d'enrichissement à des fins personnelles, d'accumulation de fortunes colossales et de biens matériels de tout genre, affirmant que le Congo, pays immensement riche au regard des fortes rentrées financières dues à l'exploitation de ses ressources naturelles, ne peut continuer à laisser ses populations vivre dans un tel état d'appauvrissement, disant en outre que par certains signes et attitudes des autorités du régime congolais, tout concourt à une intention de se maintenir indéfiniment au pouvoir par tripatouillage constitutionnel, conscient que tous ces faits, conjugués à une gestion politique clanique, un exercice du pouvoir par la violence et par la peur, une corruption quasi institutionnalisée, une cooptation complaisante de la médiocrité au poste de responsabilité, l'absence d'une véritable politique économique et sociale, la destruction des systèmes scolaires et sanitaires entraîne irrémédiablement le pays à la dérive. Le classement 2012 des économies mondiales par l'Institut Legatum, qui place le Congo au 141e rang sur 142, ainsi que celui du rapport Doing Business 2013 de la Banque mondiale, qui le renvoie au 183e rang sur 185, ne font que confirmer cette triste réalité. Affirmant que face à un système hermétique, écrasant les principes fondamentaux de liberté individuelle et de liberté d'expression, l'opposition intérieure, muselée, se bat comme elle peut. La diaspora, plus libre de parole, est en résistance tout en apportant son appui aux actions de l'opposition intérieure qu'elle partage et aux populations. Très appauvrie, réduite à la lutte quotidienne pour la survie. Rappelons que l'histoire des peuples nous enseigne qu'aucune force de quelque nature que ce soit n'est en mesure de contenir indéfiniment la force de volonté de vie d'un peuple, par définition sacrée, les exemples l'illustrant faisant foi. Déterminé à mettre fin à cette situation désespérée du Congo qui aggrave au jour le jour les malheurs des populations congolaises et accroît la dégradation de la crédibilité politique et l'image du Congo, considérant les développements des pratiques du régime marqués par la familiarisation et la privatisation du pouvoir à travers des nominations à caractère népotique et ethnocentriste aux postes de responsabilité dans l'administration civile et militaire, l'appropriation des ressources de l'État, l'interdiction illégale des activités politiques publiques de l'opposition, la militarisation accrue du régime à travers l'achat massif d'armes et de munitions de guerre, l'entretien des milices et des mercenaires, le harcèlement policier de l'opposition, l'instauration de barrages routiers, les fouilles nocturnes des voitures et véhicules et les vérifications d'identité, les arrestations et emprisonnements arbitraires. Nous, Comité d'action de la diaspora congolaise pour la convocation des États généraux, disons solennellement notre conviction que le Congo ne peut sortir de la grave crise multidimensionnelle qui le mine que par l'unique et vraie solution, la convocation des États généraux de la nation, dialogue citoyen, constructif, rassemblant toutes les forces vives de la nation. Le disant, nous sommes persuadés que hors de cette voie, le Congo va droit dans le mur. Les États généraux incontournables sont une exigence de survie de la nation. Le réalisme politique conduit inévitablement à cette réalité qu'il ne peut faire semblant de continuer à ignorer. Au nom d'une fausse stabilité dont elle se réclame seule envers et contre tous. Plus que jamais est venu le moment de réunir les États généraux de la nation, dans la crise multidimensionnelle que traverse le Congo l'impose à la nation entière. Ainsi, en appelant nous au chef de l'État,
à privilégier le Congo et à lui éviter une catastrophe supplémentaire, d'autant plus que paix et la cohésion nationale qu'il a si souvent évoquées sont à ce prix. Résolus à nous battre par tous les moyens pour l'aboutissement de ces États généraux de la nation, nous, Comité d'action de la diaspora congolaise pour la convocation des États généraux de la nation, prenons ce jour le ferme engagement de tout mettre en œuvre pour y parvenir. Appelons enfin le peuple congolais à vaincre la peur et à balayer toutes les fausses assurances de développement et de sécurité qui lui sont faites par le régime de Brazzaville, et à un soutien sans faille au combat pour la tenue des États généraux de la nation. Vive le Congo-Brazzaville, vive la nation congolaise, fête à Paris le 1er mars 2013 pour le comité d'action. Raphaël-vous. Bien, asseyez-vous, vous pouvez vous asseoir, merci. Mon cher Yannick, monsieur le conseiller municipal, monsieur le conseiller régional, notre secrétaire adjoint national au Parti socialiste à l'éducation, nous sommes très heureux de vous accueillir ici, dans ces lieux historique de la France. Et votre soutien, nous savons, il est toujours, il n'est plus disons, à montrer. Partant de Yannick, tous les camarades avec lesquels nous travaillons, et je ne peux pas tous les citer, notamment ceux de Répondre à gauche, qui ont amené notre ami et cher camarade François à la tête, que vous voyez souvent. Donc, nous sommes heureux et nous avons pensé que c'était le moment pour vous de nous apporter votre soutien. Et surtout, de dire deux petits mots sur ce qui mine mon pays à moi, en particulier, et l'Afrique en général, c'est-à-dire le manque de démocratie, qui malheureusement est un frein pour le développement dans nos nations. Merci mon cher Yannick, une fois de plus. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, cher Raphaël, tout d'abord merci de m'avoir permis de venir aujourd'hui vous rencontrer ici, dans cette Assemblée nationale. Je voudrais tout d'abord excuser Bruno Leroux, le président du groupe des élus socialistes à l'Assemblée nationale, qui ne peut être là aujourd'hui, et donc vous avez son suppléant en ma personne. Vous dire que tout d'abord vous délivrez un message de fraternité, un message d'amitié et bien évidemment un message de soutien. Parce que, et je commencerai par là, si c'est à la fois un honneur et une joie d'être parmi vous aujourd'hui, c'est aussi et bien évidemment parce que votre combat, c'est notre combat. C'est notre combat à nous, on va le dire, femmes et hommes de gauche, et en ce qui nous concerne, avec Raphaël, c'est le combat des socialistes dans l'international, des socialistes ici, bien évidemment en France, avec notre président François Hollande, notre compagnon de route, avec qui nous avons vécu récemment une aventure assez extraordinaire et qui, je pense, témoigne de la chose suivante,
qu'en politique, il faut toujours garder espoir. Et le parcours de François Hollande, en ce sens, est un parcours assez remarquable au sens où, il y a encore de cela quelques mois, un petit nombre d'années, bien peu de personnes ici en France ne pariaient sur ce qu'il advint par la suite, et que nous étions très peu, avec Raphaël, dès le début de cette histoire, à croire en François Hollande, et que ce message d'espoir, c'est un message que je veux aussi partager avec vous pour la cause pour laquelle vous vous battez du matin au soir et du soir au matin, pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, pour laquelle je suis ici avec Bruno Leroux parmi vous. Et cette cause, cet espoir, ce combat, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs que nous partageons collectivement. Elles sont finalement assez simples, mais elles sont constitutives de notre identité. Parce qu'en tant que femmes et hommes de gauche, en tant que femmes et hommes socialistes, nous venons de ces valeurs, nous venons du siècle des Lumières, et nous venons de ces valeurs de démocratie, nous venons de ces valeurs de citoyenneté, nous venons de ces valeurs qui consistent à dire que la liberté de conscience, que la liberté individuelle et collective, que le suffrage universel ne sont pas de vains mots, mais que ce sont avant toute chose des droits inaliénables, et que précisément le combat que vous menez depuis maintenant un certain temps, aujourd'hui, et que vous allez continuer à mener, nous le menons à vos côtés parce que, ensemble, nous ne nous résignons pas. Nous n'acceptons pas la dictature. Nous n'acceptons pas que des femmes et des hommes soient privés de leurs droits élémentaires d'expression. Nous n'acceptons pas que, finalement, le pouvoir soit entre les mains de quelques-uns, de clans, de familles. Nous n'acceptons pas que des femmes et des hommes voient leur vie sacrifiée, leur famille torturée. Et au bout du compte, la liberté essentielle qui est celle de chacune et chacun, eh bien que cette liberté soit remise au fond des geôles de prison. C'est donc ce sont ces valeurs-là que nous partageons ensemble. Et je suis venu vous le dire cet après-midi. Vous pouvez bien évidemment, hier, comme aujourd'hui, comme maintenant, et comme demain, vous pouvez compter sur nous. Le Congo, ça n'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous le savez bien mieux que moi, traverse une crise grave, une crise profonde, qui touche d'ailleurs tous les pans de la nation et de l'État. C'est une crise politique, avant toute chose, profonde, mais c'est aussi, parce que souvent les crises politiques génèrent des crises économiques et génèrent des crises sociales et financières. C'est aussi cela qui aujourd'hui ravage le Congo. C'est aussi une crise morale. C'est une crise du pouvoir corrompu. C'est aussi une crise sécuritaire et une crise culturelle au sens où elle met sous l'éteignoir tout ce qui peut constituer la diversité d'opinions, la diversité des pratiques culturelles au sens très large du terme. Et puis c'est aussi, à un certain niveau, une crise environnementale, liée d'ailleurs, l'ensemble de ces crises, à une administration publique aujourd'hui réduite à des proportions profondément inacceptables, ainsi d'ailleurs qu'à une situation du secteur privé ô combien difficile. Et le combat que vous menez, c'est un combat courageux, c'est un combat exemplaire,
et c'est un combat nécessaire. Les actions que vous menez, toutes et tous ensemble, de le reconstruire sur des bases saines, sur des bases démocratiques, sur des bases qui permettent à chacune et à chacun, à chaque enfant, et vous le savez, la question de l'éducation est essentielle. Et je m'y consacre, comme le disait Raphaël, tous les jours, ici, en France, mais la question de l'éducation traverse les frontières. Et que l'on sait que l'éducation, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et que dans un pays comme le Congo, tant que cette question-là également ne sera pas réglée, tant qu'un système éducatif respectueux des consciences ne permettra pas la formation des citoyennes et des citoyens de demain, dans le respect de chacune et de chacun, dans l'émancipation individuelle et collective, eh bien, tant que ce système-là ne sera pas en place au Congo, rien ne sera réglé et vous êtes les porteurs de cet espoir et de cette exigence. Je le disais, ce sont des valeurs que nous partageons et en tant que socialistes de l'international socialiste, nous sommes profondément préoccupés et nous sommes profondément concernés. Et l'actualité récente, d'ailleurs, en Afrique, l'a montré. L'intervention décidée par François Hollande, notre président de la République, au Mali, dans le cadre des règles internationales, a montré qu'il était non seulement nécessaire, non seulement indispensable, pour préserver et pour sauver la démocratie qui était menacée dans ce pays du Mali, eh bien la France a su être à la hauteur de ce qui était nécessaire pour faire barrage à l'intégrisme, pour faire barrage à la dictature. Et c'est un exemple pour nous qui nous encourage à continuer ce combat. Lorsque l'on est socialiste, eh bien, tant qu'il existe quelque part sur la planète des dictatures, des endroits où des femmes et des hommes, au prix de leur vie, là-bas, mais aussi ici, en France, car je sais que le combat que vous menez, c'est non seulement un combat courageux, c'est un combat aussi risqué, je le mesure. Eh bien, ce combat-là est un combat que nous portons et que nous devons porter avec vous pour vous permettre, pour nous permettre, d'inverser le sens de l'histoire politique de ce pays. Et je voudrais, pour ne pas être trop long, mais pour en terminer là, en tant que socialistes, nous sommes porteurs d'un optimisme et d'une croyance en l'avenir. Parce que rien n'est plus fort que la démocratie. Rien n'est plus fort que cette citoyenneté sans laquelle nous ne pouvons mettre en œuvre notre parcours et notre trajectoire. Alors voilà le message que je suis venu vous délivrer cet après-midi. C'est un message de soutien, c'est un message de fraternité, c'est un message d'amitié. Nous avons et nous allons faire encore beaucoup de choses ensemble. Et sachez qu'à chaque fois que vous toquerez à notre porte, à chaque fois que vous viendrez pour nous dire voilà comment nous pensons qu'il faut faire les choses ensemble pour garantir ce qui doit être au Congo, comme partout sur cette planète, eh bien, vous nous trouverez auprès de vous. Et je voudrais terminer par une citation d'un très grand président de la République française, qui
s'appelait aussi François, et qui, sur ce beau continent de l'Afrique, avait souvent de bien belles histoires à nous raconter, et puis à mener aussi un certain nombre de combats pour la démocratie à laquelle nous sommes toutes et tous tant attachés. Et je vais le citer parce que l'extrait que je vais citer de lui, je trouve, incarne à merveille votre combat, notre combat pour ce Congo démocratique que nous voulons toutes et tous et pour lequel nous sommes là cet après-midi. François Mitterrand a dit « Rien n'est jamais acquis. Tout exige une grande vigilance, la force d'un combat et la grandeur d'un idéal. » Voilà ce qui, je pense, quelque part, est le talisman que nous portons ensemble pour ce Congo que nous aimons tant, toutes et tous, mais que nous voulons différent, changer, profondément changer, transformer, dans le sens et sur la base du projet politique que vous portez pour les femmes et les hommes de ce pays, mais bien au-delà, pour les femmes et les hommes de la terre entière. Car ce combat pour ce Congo que nous voulons, il concerne bien évidemment les femmes et les hommes de ce pays, bien évidemment les Françaises et les Français, mais il concerne tous les citoyens de la planète. Je vous remercie. Unis